Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, l'introduction précédente va me permettre de gagner un petit peu de temps, parce que, en effet, le sujet du jour aujourd'hui, c'était celui qu'on m'a demandé de traiter, c'était vraiment l'importance des big data dans toute la mise en place de la médecine personnalisée. Ce que je voudrais, c'est, avec vous, aller une étape plus loin et montrer que le big data, c'est une chose importante, mais c'est évidemment qu'un morceau du puzzle à mettre en place. Alors, ce que je vous propose de couvrir aujourd'hui, c'est revenir sur les éléments qu'on vient de voir tout juste avant, mais assez rapidement, du coup, et puis introduire un nouveau concept, un nouveau système, une nouvelle façon de concevoir les systèmes d'information, puisque c'est quand même le métier d'IBM, c'est concevoir des systèmes d'information, qu'on appelle l'informatique cognitive. J'ose espérer que certains d'entre vous dans l'auditorium en ont entendu parler, mais de toute façon, je vais vous rappeler ce que c'est. Et puis vous montrer les implémentations très concrètes qui existent aujourd'hui avec ces technologies. Alors, allons-y. Est-ce que j'arrive à bouger les slides? Oui, parfait. Bon. Donc, ça, c'était quelques définitions que j'ai prises sur la médecine personnalisée. On voit, en effet, dans les définitions américaines aussi cette notion de precision medicine. Globalement, on voit que ça couvre énormément de choses. Ça couvre évidemment les données cliniques, mais ça couvre beaucoup de choses qui sont des données environnementales, des informations sur l'évolution des patients, mais aussi des données de prévention. Donc, on voit que le big data, enfin, ça a vraiment une bonne définition pour le big data, c'est un fourre-tout avec plein de données différentes, des formats différents, des significativités de données qui sont très différentes. Et si on se projette un petit peu sur ce que ça représente, parce que dans big data, il y a big, on voit bien sur la partie droite des estimations de volumétrie de données que l'on pourrait collectionner sur chaque individu durant toute une vie. Donc on est sur des milliers de terabytes. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, les terabytes, on va dire à peu près c'est quelques centaines de millions de livres. Donc en quantité d'informations, c'est colossal. Évidemment, toutes les pages de ces livres ne sont pas écrites de la même façon, ce qui rend les choses très compliquées. Maintenant, si on regarde parmi toutes ces informations qu'on va collecter, qu'on va obtenir pendant toute cette vie de l'individu, on voit qu'elles n'ont pas le même poids. Les données cliniques, celles que le médecin utilise aujourd'hui, finalement, elles comptent pour très peu dans l'explication de ce que vous êtes, comment vous évoluez, quelle est votre susceptibilité. Les données génétiques, évidemment, ça, c'est pas ici que je vais vous apprendre ça, elles comptent pour à peu près un tiers de votre prédisposition. Et le reste, c'est comment vous vivez, dans quel environnement vous vivez, ce que vous consommez, etc. Et donc ça, c'est énorme. Et donc j'ai rajouté, parce qu'on parlait de big data, sous ces chiffres, ces pourcentages, big data, en général, on considère que ces 4 grands sujets, c'est le volume de données, évidemment, la variété, donc le nombre de formats, de choses différentes. La vélocité, c'est-à-dire que les données, elles n'ont pas toujours évidemment une valeur sur une très longue période. Des fois, les données, elles sont valables à un moment très court, donc elles sont très véloces, elles bougent beaucoup. Donc c'est pas tant la donnée qui est intéressante, mais c'est son évolution dans le temps. Et puis la véracité, parce que bon, quand on a autant de données, il y a des choses qui sont des vraies données, des bonnes données, des choses qui sont mauvaises, qui contaminent. Donc tous ces concepts autour du big data, on les retrouve ici. Évidemment, en fonction de la nature des données, ces éléments ont plus ou moins de pertinence. Donc clairement, on a un problème, mais que le système d'information aujourd'hui arrive à peu près à résoudre, qui est comment gérer cette variabilité d'information. Mais moi, ce que je veux voir avec vous, c'est que globalement, agréger toutes ces données, les interpréter, c'est intéressant, mais il faut le faire au regard des connaissances médicales et scientifiques que vous avez. La difficulté, elle est là. Que veulent dire ces informations par rapport à ce que je comprends de l'évolution de cette pathologie ou du fondement de cette pathologie. Et donc, globalement, c'est quelque chose que les médecins, les chercheurs font au quotidien. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire cette corrélation entre leur savoir et l'observation. Le problème, c'est que cette connaissance que vous avez, vous la documentez dans une nature de document qu'on appelle de l'information non structurée, sur du texte, de la vidéo, de l'image, des choses qui sont très compliquées à exploiter. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lu, regardé, écouté cette information, vous n'en avez pas tiré la scientifique moelle, si vous ne l'avez pas stockée quelque part, vous l'oubliez, vous ne la voyez pas. Et cette information médicale, si on prend que l'information médicale, aujourd'hui, elle explose. Elle double aujourd'hui à peu près tous les 5 ans, mais je dirais que d'ici 2020, on pense qu'elle va même doubler tous les 2 mois et demi. Donc, évidemment, tout n'est pas à prendre là-dedans, mais il y a beaucoup d'informations que vous allez immanquablement pas pouvoir traiter. Donc, le big data, c'est important, c'est une problématique technique, mais ce n'est pas une fin en soi. La difficulté, c'est de transformer cette information en intelligence, en savoir. C'est-à-dire, que veut dire cette information dans un contexte scientifique ou médical? Et ça, c'est la grosse difficulté. Donc, c'est cette connexion entre le big data et la connaissance. Voilà, donc ça, c'est le point que je voulais faire qui me semblait important. Donc, on va focaliser notre attention aujourd'hui sur l'informatique cognitive. L'informatique cognitive, ce que j'entends par l'informatique cognitive, c'est essayer de concevoir des systèmes d'information qui vont, d'une certaine manière, fonctionner un peu comme vous fonctionnez. C'est-à-dire que quand vous avez un problème qui vous est posé,
quand un collègue vous pose une question, quand vous avez un problème scientifique ou médical à résoudre, déjà vous essayez de comprendre la question qui vous est posée. Et cette question, vous la comprenez particulièrement dans un contexte. C'est-à-dire que le sens de cette question n'est pas le même en fonction du contexte dans lequel vous évoluez, en fonction de la personne qui vous pose cette question. Donc cette compréhension du contexte est quelque chose que vous faites naturellement, mais qu'un système d'information ne sait pas faire. Donc il faut comprendre dans le contexte. Il faut aller chercher dans notre mémoire, dans notre vécu, notre expertise, des éléments d'information et les assembler pour en concevoir faire une réponse. Naturellement, vous allez évaluer la pertinence de cette réponse et vous allez prendre une décision, vous allez poser une réponse. Donc, est-ce qu'on peut concevoir des systèmes d'information qui soient capables de faire cet exercice, de prendre des informations de contexte pour bien les saisir, enrichir la compréhension purement sémantique de la question et surtout de mettre au regard de ça une compréhension d'un contexte, enfin une quantité d'informations colossale que vous, dans la salle, ne pouvez pas intégrer, des millions et des millions de documents, pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à une discussion, à une question-réponse, mais avec ces éléments de contexte. Donc ça, c'est l'origine du projet Watson. Alors, Watson, c'est né en 2011 officiellement, ça basé sur des technologies d'intelligence artificielle, et plus particulièrement d'apprentissage et de deep learning, qui sont plus anciennes que 2011, mais c'est la première fois qu'on montre en temps réel qu'on peut avoir une solution très efficace qui permettent un système de questions-réponses sur un très 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 large corpus de données. Alors c'est un jeu télévisé qui ressemble, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Question pour un champion à l'envers. On va aller assez vite. C'est deux joueurs, les deux meilleurs sur les 10 dernières années qui ont joué contre Watson. Watson était chargé à peu près de 250 millions de pages encyclopédiques, du Wikipédia, des encyclopédies en ligne, enfin des choses comme ça, en texte natif. Et vous avez un Julien Lepers local qui pose une question, et c'est le premier qui a la réponse qui buzz. Juste pour que vous vous rendez compte de la difficulté, voilà une question type de Jeopardy. Donc tous les policiers peuvent remercier Stéphanie Kolek pour son invention d'une fibre polymère 5 fois plus résistante que l'acier. Je ne vais pas vous faire jouer. Le temps moyen de réponse, c'est 2 secondes et demie. En général, je ne vais pas interroger la salle, on n'a pas le temps, mais j'ai 2 réponses. J'ai gilet pare-balles et Kevlar. Systématiquement, j'ai ces 2 réponses. En fait, vous n'avez qu'une bonne réponse, qui est le Kevlar, parce que si vous lisez bien la phrase, vous voyez qu'il s'agit d'une fibre. Et c'est ça le sens de la phrase. Donc, où Watson est très fort, c'est comprendre le sens profond de la question, et après faire des itérations dans ces 250 millions de documents pour trouver tous les documents qui remplissent toutes les contraintes imposées par cette requête. Alors, parce que je suis sympa, j'ai pris une question qui est plus dans votre domaine de jeu. Vous êtes un peu raide, vous n'avez pas cette maladie qui trouve son origine du moustique et d'un nom swahili. Ça, c'est encore une question médicale, il y en avait beaucoup. Et là, la réponse, c'est la dengue. Bon, voilà. Donc, le système a montré son efficacité en temps réel au travers de ce jeu télévisé sur des systèmes de questions-réponses où une question compliquée avec beaucoup d'arguments peut être interprétée et où on peut aller chercher des éléments de réponse dans des documents. D'accord ? Et une quantité phénoménale de documents. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors, globalement, ce qu'il faut retenir de Watson, c'est cette capacité à comprendre ce qu'on va appeler le langage naturel. Tous ces documents et ces questions sont exprimés dans ce qu'on appelle un langage naturel. Ce n'est pas une requête informatique particulière, c'est exprimé tel qu'on est en train de discuter là. Donc, comprendre ce langage, au regard de quoi le système va... C'est un système purement statistique qui va produire grand nombre d'hypothèses et va les évaluer. Et va évidemment, parce que c'est de l'apprentissage et c'est du machine learning, enfin il va constamment évoluer au cours du temps et s'améliorer en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir d'une technologie comme ça, c'est que c'est une technologie qui va ingérer l'expertise des gens qui l'ont entraîné, il faut l'entraîner, et va permettre de diffuser cette connaissance dans un auditoire plus large et faire partager cette expertise. Voilà. Et donc, à ce titre-là, je pense que la médecine personnalisée, c'est la capacité qu'un médecin a, au regard des caractéristiques propres de son patient, de trouver la meilleure logique, scientifique ou médicale pour le prendre en compte. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels il faut tenir en compte. Il faut se référer avec une expertise médicale et scientifique qui est derrière. Et à ce titre-là, je pense que Watson a beaucoup de potentiel. Alors Watson n'évolue pas que dans le domaine de la santé, évidemment, mais globalement, je vais vous parler de 3 exemples qui sont actuellement en production déjà depuis 2011 et qui devraient normalement vous intéresser si vous ne les connaissez pas déjà. Le plus emblématique, un des plus emblématiques, c'est typiquement une plateforme qui est dédiée à servir le monde de la recherche. Vous avez beaucoup, tous les jours, dans votre quotidien, vous vous posez des questions, vous allez regarder dans PubMed, dans la littérature médicale et scientifique, vous allez vous poser des questions. Donc, par exemple, si vous êtes une boîte pharmaceutique, vous avez des molécules en développement, vous allez les tester en toxico, faire des prévisions toxicologiques pour savoir si elles sont légitimes ou pas de rentrer en études précliniques. Tout ça, c'est beaucoup de travail de consultation de données non structurées. Donc, Watson est entraîné pour faire ça. Vous posez des questions en langage naturel. Quels sont les gènes associés généralement avec les formes précoces d'Alzheimer disease ? Voilà le type de questions que vous mettez en entrée. Vous pouvez rentrer dans le système autrement que ça, mais disons que c'est une façon assez
élégante de présenter le problème, et le système va aller cruncher cette grande quantité de littérature et proposer des éléments de réponse. Et juste pour vous donner, ça va vous présenter des réseaux de relations entre les concepts qui ont été identifiés dans toute cette masse documentaire, des gènes, des drogues, des pathologies, et ça va vous, je ne sais pas si vous voyez bien, non vous ne voyez pas du tout, mais en gros l'idée c'est que vous avez des réseaux de relations qui vous ont proposé, qui vous aident à poser des hypothèses, et surtout qui sont interprétées. Ce que vous ne voyez pas à droite, c'est que vous avez le système qui automatiquement va extraire le fait, par exemple, que le gène VEGF a un impact sur la rétinopathie diabétique et de quelle nature elle est, en allant extraire du contenu non structuré les informations pertinentes pour que vous puissiez vous faire une religion sur cette proposition. Voilà, donc ça c'est une application typiquement dans le domaine de la recherche et qui est transposée aussi dans le domaine de la pratique médicale. Ça, j'espère que vous en avez entendu parler parce que c'est probablement ce qui a fait le plus de buzz, mais qui est aujourd'hui en production. Une plateforme qui a été développée avec le Memorial Sloan Kettering à New York et d'autres instituts, MD Anderson, Cleveland Clinic, pour assister le médecin, le cancérologue, dans la prise en charge de ses patients. Donc ce que le système va faire de manière assez élégante, c'est aller extraire automatiquement des données non structurées du dossier patient, toutes les informations qui sont pertinentes, les concepts importants, et va aller challenger ça contre une base de connaissances de plusieurs millions de documents, de recommandations, des guides de bonnes pratiques, des publications médicales et scientifiques, pour faire la meilleure proposition, enfin un certain nombre de propositions de prise en charge en termes de cocktails de chimiothérapie ou de radiothérapie, etc. Donc c'est une façon très rapide, en quelques clics, d'avoir des recommandations et un dialogue qui s'installe entre le système et le médecin. Alors, une transposition de ça qui est aussi, à mon avis, assez intéressante, c'est qu'on a un déficit de patients dans les études cliniques. Les études cliniques sont compliquées à mettre en place parce qu'on a beaucoup de mal à recruter les patients. Quand on finit par les recruter, ils ne sont pas toujours bien calibrés par rapport aux attentes de l'étude. Et donc, ce même concept a été appliqué pour accélérer ça et tester l'éligibilité de ces mêmes patients par rapport aux études cliniques. Donc, il va tester les critères d'inclusion et d'exclusion, les objectifs de l'étude au regard de la pathologie du patient, et proposer un certain nombre de choses. Donc ça, ce sont toutes les plateformes dont je vous parle, c'est des choses qui tournent aujourd'hui. Celle-ci, elle tourne chez Icon, elle tourne à la Mayo Clinic, voilà, Icon étant un grand acteur dans le domaine des études cliniques. Donc ça, c'est un des avantages du cognitif. Et je voudrais donner un dernier exemple, à mon avis, qui va... Alors ça, c'est celui que je vais vous donner qui va intéresser particulièrement les gens de la Génopole. Ici, c'est cette problématique qui existe aujourd'hui. On séquence des patients, on séquence des tumeurs de patients. On a des collections énormes de variations génétiques. La difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors évidemment, les spécialistes, ils savent, ils vont les regarder, certains gènes, certaines mutations qui sont informatives pour eux, mais en général, ils ont une vision assez spécifique pour des mutations connues. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable, à partir de ces fichiers VCF ou autres, ou ces fichiers de nombre d'expressions de copies d'mRNA ou des choses comme ça, prendre ça et aller challenger la littérature médicale et scientifique pour savoir le sens de ces variations, de ces mutations, de ces niveaux d'expression par rapport à la pathologie du patient, remonter cette information et présenter ça de manière organisée au médecin, de manière à ce qu'il puisse lui voir, ou au chercheur, qu'il puisse voir quel est l'impact possible de ces mutations. Potentiellement découvrir d'ailleurs des effets de mutation que lui ignorait mais qui avaient été reportés dans la littérature. Donc on va positionner ces mutations en termes de sévérité, d'impact potentiel sur la pathologie. Évidemment, les positionner par rapport au pathway. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va faire des recommandations de prise en charge sur la base de protocoles de chimiothérapie, par exemple, ou autres, qui sont connus ou pas pour avoir des effets différentiels suivant le terrain génétique du patient. Voilà, donc j'ai été un peu vite parce qu'il faut qu'on gagne un peu de temps, mais globalement, l'idée, c'était de vous montrer qu'aujourd'hui, ces technologies existent, elles sont mises en œuvre, elles sont en train d'être déployées dans le monde entier, y compris en Europe bientôt, et c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir capitaliser un maximum sur toute cette intelligence que vous avez mis dans vos publications, qui est malheureusement souvent sous-utilisée puisqu'elle est trop importante. Voilà. Et je finirai par cette cotation de M. Thomas Watson, qui est un des fils d'un des fondateurs de Watson, sur ces systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup. J'en prie. Merci infiniment, Pascal Sampé.